Allez, c'est y part. Hey, hey. Salut, bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Voilà, c'est tout. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser, la Saber League. Non, ça n'est pas une blague. Et d'ailleurs, le 7 et 8 juin prochain, au Stade Charlétier à la salle Charpie, il y a l'Open de France de sabre laser. Les places sont bientôt disponibles pour le public. Il y a plein d'activités et plein de trucs cool à faire sur place, en plus de regarder le tournoi. Voilà, venez. Ça va être cool, c'est 1€ minimum avec donation libre ensuite pour l'assaut. Et c'est vraiment très très cool, il y a beaucoup de tribunes, beaucoup de places, beaucoup de trucs cool, beaucoup de gens. Et c'est la 7e édition, donc ça va être vraiment sympa, avec plein d'internationaux qui viennent, c'est l'épreuve reine du Saber Tour. Voilà, aujourd'hui c'est l'épisode 8 de la saison 3, on arrive bientôt à la fin. Et oui, on arrive bientôt à la fin, je vous laisse, voilà. Termine là-dessus pour vous présenter l'invité que vous avez déjà écouté hier, j'espère, avec l'extrait de la veille. C'est Martin Grandbarbe, un peintre entre autres évidemment, peintre sur figurines, vous savez, sur les petites figurines de jeux, enfin pas que, mais de jeux, Warhammer par exemple, si ça vous parle, pour donner un peu les grandes licences que les gens connaissent. Si vous ne connaissez pas, ça va être l'occasion pour vous de découvrir. C'était vraiment un échange très enrichissant. Avec plein de choses à apprendre autour de ça, des techniques de peinture pour reproduire par exemple un drapé, un tombé drapé avec le mouvement d'une toge ou voilà, d'un vêtement en cuir. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à ce sujet-là. On a parlé évidemment plein d'autres trucs, mais de ça notamment. Voilà, c'était assez passionnant. Il m'a été recommandé et mis en relation par un ami qui a déjà fait le podcast, qui est Romain Darmon. Je vous recommande son épisode. Et puis voilà, je vous laisse avec Martin et je vous retrouve à la fin. J'espère que ça vous plaira. Ciao. Maintenant je lance. Voilà. Donc tout va bien. Martin, salut. Bonjour. Ça va ? Ça va. T'as pas trop galéré à venir ? Si, un peu. Un peu. Désolé pour le bruit de fond. J'ai des travaux chez moi et c'est une catastrophe. Mais bon. Oh, mais je sais ce que je voulais faire. Je voulais me faire un café. Alors, pendant que je me verse un café, Martin, oui. On se connaît pas du tout. Pas du tout. Donc, je vais d'abord t'expliquer pourquoi t'es là. Ensuite, tu vas nous dire qui t'es un tout petit peu. Et ensuite, je vais te poser des questions. On va discuter pendant 1 heure et demie, enfin le temps. T'es pressé ou pas ? Non, ça va. Voilà, on va laisser le temps. En général, j'ai besoin d'1 heure de ton temps pour découvrir qui tu es et ton expérience de la pop culture. C'est ça le sujet. Très bien. En 2015, j'ai lancé une école de sabre laser sportive. Ouais. Et ça existe toujours. C'est toujours le cas. C'est toujours cool. Et l'année dernière, on s'est dit que c'était ça. On a rencontré plein de gens. Plein de gens autour de cette activité. Et ensuite, par extension, d'autres profils, etc., qui ne sont pas directement liés au sabre laser ou à la pop geek culture, si on veut, en tout cas la culture des conventions, etc. Mais du coup, on s'est dit que c'était cool, les origines de ce podcast-là, on s'est dit que c'était cool de parler à nouveau avec eux et d'en faire un podcast. Voilà, des gens qui vivent de la pop culture, qui en sont fans, tout le monde a une culture populaire de toute façon à soi, mais voilà, qui le représentent, parfois c'est des personnalités, parfois pas du tout. C'est cool avec des personnalités évidemment parce que ça fait connaître le podcast plus facilement, mais surtout on a envie de rencontrer des gens et de parler des passions quoi. Voilà, c'est ça le sujet. C'est pour ça que t'es là, Martin. Ouais. Okay. Tu t'appelles Martin Grandbarbe, je le prononce bien ? Ouais, c'est bien. Et tu es là grâce à un ami en commun. Tout à fait. Qui s'appelle Romain Darmon. Qui a déjà fait un podcast ici, très très cool, et qui va revenir, je pense, pour un nouveau format. Il m'a dit, il faut que tu parles à Martin. Il faut absolument que tu parles à Martin. Si tu veux ne pas tenir ton casque, c'est gentil, tu peux le mettre par-dessus. Hop là, voilà. Tu vois, ça tient tout seul. Martin n'est pas du tout à l'aise avec le micro. Non, mais ça va aller. Alors Martin, est-ce que tu peux nous dire la base et l'origine de pourquoi on se parle vis-à-vis, je pense, de ton métier. Oui. C'est ça ? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ça, te présenter un peu pendant que je me fais un café. Ouais. Donc, bonjour Martin. Je suis en fait peintre figuriniste depuis un peu plus de 20 ans maintenant. C'est ça. C'est-à-dire que je peins en fait des figurines pour des sociétés qui font des jeux avec des figurines. Donc c'est ce qui figure en fait sur les packaging, les sites internet, etc. Ça fait la vitrine, quoi. Ok. Voilà. Ok. Donc t'es peintre. Voilà. Sur figurine. Voilà. C'est ça ton métier. Exactement. Mais c'est une passion. J'imagine que ça vient de plus loin. Dans tout petit.
Tout petit? Ouais, quand j'avais 11 ans, en fait. Vas-y. Via un de mes cousins qui en faisait lui-même. Ouais. Et à chaque fois qu'on allait les voir en famille, je lui cassais les pieds pour voir ses figurines, en fait. C'est vrai? Ce qui fait que je pense que je devais beaucoup en parler à mes parents. Et puis un jour, mon père, en fait, m'a offert le petit nécessaire avec mes premières figurines, mes premières peintures, mes premiers pinceaux et un guide de peinture. Et puis c'était parti. T'as quel âge, Martin? 40 ans. 40 ans, donc on est à peu près, moi j'ai 36 ans, donc à peu près dans le même. N'hésite pas à mettre vraiment le micro. Hein. Oui, d'accord. Tu prends le truc là, à le mettre vraiment proche de toi, il va s'adapter. Non, je t'en prie. Il va s'adapter, c'est pour qu'on t'entende bien. Parce qu'à mon avis, tu as pas mal de trucs à raconter. Ouais. Donc, vers tes 11 ans, c'est ça. Tu t'intéresses aux figurines, aux jeux avec figurines. Bah, déjà, c'était l'aspect. T'as vu, on t'entend vachement mieux. Ça m'intriguait en fait. Ça t'intriguait? Pourquoi ça t'intriguait? Parce que je trouvais ça chouette, tous ces personnages. C'était aussi bien fantastique que science-fiction. Ouais. Et c'est un des trucs dans lequel j'étais tombé. Mais bien avant ça, en fait, c'est surtout les films qui m'ont clairement marqué au fer rouge. Quoi, tu parles de quoi comme film? Il y a 2 films. Ouais. Il y a eu Alien. Ouais. J'avais 7 ans. Ah, à 7 ans, ça fait jeune, non? Ouais, j'avais la trouille de ma vie. Je l'ai pas vu jusqu'au bout, hein, parce que je me suis arrêté à la scène de la cuisine. Quand H, je crois que c'est H, hein, c'est ça, se réveille et ils font leur joyeux repas. Ouais. Je crois que là, ça m'avait choqué. À 7 ans, mais attends, déjà... ma fille, elle a 7 ans, mais c'est impossible de lui faire voir ça. Après, il y a eu différentes circonstances qui ont fait que j'ai pu le regarder. Ah, mais explique-moi, je veux savoir pourquoi un gamin de 7 ans, il arrive à regarder Alien. Je saurais pas dire pourquoi, dans le sens où... Comment? Quand en fait je voyais des images, tu sais, dans les magazines télé, bien sûr. Je sais pas pourquoi ça me fascinait. Quand je voyais Alien, t'as vu le truc? Voilà, et je sais pas pourquoi. Je saurais pas l'expliquer. Le fait est que j'étais chez mes grands-parents, donc qui vivent dans un bon village bien reculé de la Meuse. Ouais. Et mais pas trop y aller gamin, tu vois, j'avais toujours un peu la pétoche. Et maintenant, ça va? Oui. Et 40 ans, c'est bon. Ouais, ça va. Et en fait, donc ce film passait, si tu veux, en deuxième film. En deuxième partie de soirée? Voilà. Ouais. Donc, j'avais insisté auprès de mes grands-parents pour leur demander si je pouvais regarder un film. Évidemment, ils ne savaient pas ce que c'était. Ouais. Et c'est là où j'étais tout seul, dans la cuisine, à regarder ce film. Et du coup, ça m'avait bien marqué. Puis plus tard, je l'ai revu et j'ai pu l'apprécier de toute sa splendeur. Et l'autre film, en fait, qui m'a marqué, c'était Akira. Pas vu. Tu ne l'as pas vu? Pas vu. My God. Désolé, hein. Il va falloir. C'est une pierre. C'est même un pilier de l'animation. Et en fait, on était chez mes parents et puis on s'apprêtait à partir avec mon père, sortir je ne sais pas où. Enfin, bref, j'allais avec lui. Puis un de mes frangins en fait m'appelle et dit tiens regarde Martin, ça à la télé. Et on est resté avec mon père, scotché pendant tout le film, tout le long avec le blouson. Tu vois, du début à la fin. En fait, on n'a pas. Donc du coup, c'est le deuxième film qui vraiment m'a profondément marqué. Et... Même âge à peu près, tu m'as dit? Ça, c'était 9 ans. Un poil plus tard. Voilà. Putain, mais ok, d'accord. Donc je suis tombé dedans vraiment tout petit déjà avec tout ça. Et puis après, tu as eu les bandes dessinées, tu as eu. Par les figurines toujours, quoi, qui nourrissaient en fait après, de par les publications, les magazines et tout ça, cet imaginaire en fait. Ouais. Mais donc, alors désolé pour le bruit, il y a et des travaux et mon chien. Okami. Bon, et vous entendrez le chien ronfler, voilà, c'est tout comme d'habitude. Mais une fois n'est pas coutume. Vraiment, il est toujours là, il ne fait jamais rien, il fait que dormir. C'est la belle vie. Ouais, je crois. tu vois, il a l'air vraiment malheureux là. Hein. Oui, je vois ça. Une espèce de saucisse qui voilà, il fait que bouffer et dormir. Bon, bref. Ok. Est-ce que tu as une troisième œuvre pour faire un peu pierre angulaire, triptyque du truc? En film? Ou n'importe quoi? Œuvre. Alors, il y a une bande dessinée en particulier, je dirais. Je savais. Parce que tu as dit bande dessinée. Ouais, c'est La Saison des Cendres, en fait, la trilogie de Ségur et Chevalier. Ok. Ça, en fait, c'est pareil. Mon deuxième frangin qui avait acheté ça parce qu'il aimait bien tout ce truc-là. Puis, du coup, il me l'a passé. J'ai lu ça. Et puis, ça a été aussi un beau portail vers la fantaisie. Et ça reste une BD que
lis et relis chaque année. C'est vrai ? Ah ouais. T'as les versions de l'époque que t'as conservées ou t'as été obligé de les racheter ? Non, j'avais acheté il l'avait sorti à un moment donné en album, si tu veux, qui regroupait les 3. Ouais. Donc je m'étais acheté celui-là, du coup. Vas-y, continue. Puis j'avais récupéré aussi le jeu de rôle, puisqu'il y avait eu un jeu de rôle qui avait été fait. Ah, t'es rôliste aussi ? Pas du tout. Pas du tout. Mais en fait, j'étais intéressé par les informations qu'il contenait. Ah, voilà. Ok. Donc tu fais pas du tout de jeu de rôle ? Pas du tout. Parce que je suis en train de m'intéresser au jeu de rôle en ce moment et je reçois dans pas longtemps un ami de Romain aussi. Oui. Romain fait beaucoup de jeux de rôle. Ouais, et je suis en train de m'y intéresser là. Il m'a dit on fera une partie ensemble et je reçois. Putain, je lui ai parlé au téléphone. Ça fait trop de monde. Thomas. Ça te parle ? Thomas Laboret, ça te parle ? Non. Bon, peu importe. J'ai joué aux figurines, moi. Enfin, j'ai joué avec des figurines quand j'étais petit. Probablement autour du même âge, peut-être un peu plus. Parce que pareil, j'ai un ami qui en faisait pas mal avec son grand frère. Ils sont plutôt très dans cet univers. Les BD aussi, exactement pareil. Un peu de jeu de rôle. Parce que non seulement on a les figurines, on peut les peindre, mais il y a un jeu qui va derrière. Oui, et puis du coup, il y a tout un aspect social aussi. Évidemment. Qui va derrière, qui est très sympa. Forcément, puisqu'il y a jeu, il y a l'aspect social, et je me rappelle plus du tout. Il y avait des dés, il y avait des décors, il y avait des... C'est ça qui m'a passionné moi au départ, c'est que tu construis une scène. Ouais, voilà, tu construis tout, tu peins tout. Et il m'avait, alors je sais pas. Toi, tu joues aussi avec les figurines ou... J'aimerais rejouer plus, mais je joue vraiment très peu, malheureusement. T'as joué avant, j'imagine, pas mal. Ouais, c'est ton truc, ça. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment mon truc favori. Ça se joue avec des dés. Exactement. Avec un scénario. Voilà. En général. Oui, c'est ça. T'as un objectif. Donc, pour les gens qui connaissent pas, t'es sur une table. C'est de la simulation, quoi. Voilà, exactement. Donc, il y a des batailles. Voilà. Pas forcément tout le temps. Non, ça peut être aussi des petites échelles avec une dizaine de personnages. Exactement. Et alors, nous, notre truc, c'était le Seigneur des Anneaux. Ah oui. Ouais. Parce que j'étais à fond sur le Seigneur des Anneaux à ce moment-là. Ah oui, et puis ça avait bien marché d'ailleurs, ce jeu à cette époque. Il me semble. Quand il y a eu les films, ça a bien complété la chose. Il me semble. Complètement. Et donc, il m'avait fait acheter des trucs, j'avais dépensé un truc fou. Ah, la figurine, ça peut coûter cher. Ah putain, puis il y en a en métal, en machin. Tout à fait. C'est une catastrophe financière. Ça doit coûter maintenant aujourd'hui beaucoup plus cher. Maintenant, ça coûte beaucoup plus cher. Après, c'est plus fait de la même manière parce que, en tout cas, Games Workshop, qui est le leader, tout à fait. A aujourd'hui, si tu veux, au niveau de la technique de la fabrication, est le leader dans le sens où ce qu'ils font au niveau kit plastique, personne ne fait aussi bien qu'eux. La seule chose qui pourrait être mieux, c'est les kits de robots japonais en plastique, quoi. Parce que là, on a pareil un travail qui est assez hallucinant. C'est quoi ? C'est sur les moules ? C'est ça, sur les moules et puis sur la construction, du coup. Parce qu'en fait, un sculpteur chez Games Workshop, il n'est pas que sculpteur, il est aussi designer. Et il est formé aussi à découper, si tu veux, les modèles qu'il sculpte pour que ça s'intègre sur une grappe pour le moulage, en fait. D'accord. Donc c'est tout un savoir-faire, en fait, qui est assez incroyable pour que derrière l'expérience soit bonne pour le hobbyiste. Ouais. c'est clairement quelque chose que j'avais remarqué avec les figurines, c'est que c'était ultra réaliste, extrêmement bien réalisé déjà à l'époque, donc c'était il y a plus de 20 ans. Aujourd'hui, c'est fou ce qu'ils font. Ah ouais, mais c'est fou. Et alors, il m'avait, je sais pas si c'est normal ou pas, il m'avait moi je voulais m'acheter le dragon, le bordel, machin, il m'avait interdit en disant tu démarres, achète pas des trucs trop puissants et machin, c'est de la triche ou je sais pas quoi. Et moi j'ai pas compris ça. Ça te parle quand je te dis ça ou pas ? Alors disons que il peut y avoir ce problème-là en effet dans les jeux. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut avoir des choses effectivement très fortes, mais c'est aussi très cher en points, parce que ça se joue souvent avec des points. Ouais, bah oui. Pas tout le temps, mais souvent c'est avec des points. Ouais. Par exemple, tu décides que tu fais une bataille à 500 ou 1000 points avec ton adversaire et vous devez constituer une force via... Oui, forcément. En fonction des jeux, il y a différentes compositions qui peuvent se faire, de possibilités. Et effectivement, souvent, ce qu'on appelle les sacs à points, c'est les gros monstres ou les trucs comme ça. Et oui, ça peut faire des dégâts. Donc, des fois, tu as des scénarios qui sont faits exprès pour être en désavantage. Mais si jamais tu joues sans un scénario trop précis et juste comme ça, tu peux simplement choisir ce que tu veux et jeter les dés, quoi. Mais après, en face, c'est bien de savoir aussi peut-être à peu près ce qu'il y a pour pouvoir répondre. Ouais, forcément.
Nous, notre délire, c'était de recréer les scènes des films. Ah bah bien sûr, ouais. C'était trop D'ailleurs, ils ont fait plein de scénarios pour ça. Ah, c'était dingue, c'était dingue. Alors, lui et son frère étaient dingos de ça. Et donc, pour les gens qui ne savent pas du tout, moi, complètement néophyte en la matière, je te parle à toi qui est peintre sur figurine depuis combien de temps d'ailleurs ? Plus de 20 ans. T'as démarré par ça ? Ouais. Et c'était mon premier boulot. T'en as fait ton métier. Voilà. J'ai eu une petite pause entre temps parce que la première boîte dans laquelle j'ai bossé avait coulé. Ouais. Donc j'ai fait quelques années d'autres boulots. Après j'ai fait un peu de chômage. Ouais. C'était bien ? Ouais. Et puis c'est pendant le chômage que j'ai décidé de m'y remettre en fait en me disant que je savais faire que ça avec mes doigts. Alors c'est déjà pas mal, non ? Ouais. C'est déjà donc, pas mal. Je me suis lancé à mon compte et puis voilà. C'est la question que j'allais te poser. Si tu étais à ton compte ou si je suis à mon compte. Tu es salarié d'une entreprise. Non, je suis à mon compte. Et tu bosses pour plusieurs entreprises. Donc... C'est ça, exactement. Attends, 2 secondes. Oh Camille. On entend. Catastrophe. Allez, laisse-toi. On t'entend. On dirait un tracteur. Voilà. Excuse-moi de te dire, mais là, c'est n'importe quoi. Non. Il y retourne. Bah oui, il va on n'entend que lui. Voilà, bah reste assis, c'est bien. Reste assis. Désolé pour cet intermède canin. Bah oui, mais on n'entend que toi. Je peux pas parler à Martin. Bah tu peux me faire ta tête que tu veux, hein. On n'entend que toi. Bon. Non mais il dort assis, mais du coup quand il dort assis, il fait moins de bruit. Là, c'est pas mal. Je vais tâcher de le laisser comme ça. Donc indépendant, tu travailles pour plusieurs entreprises. Oui. Et alors, c'est quoi les deux... Non, attends, j'étais en train de te dire, ils étaient, mes deux potes, là, les deux frères, à fond, et donc on fait non seulement les figurines, mais bien sûr les décors. Bah oui. Et donc avec de la fausse herbe et les arbres, et machin, les etc. scènes, les environnements. Exactement. Donc on avait recréé, alors on avait un projet fou qui était de recréer le gouffre de Helm. Qui existe et machin, mais c'est très rigolo parce que il y a pas longtemps, j'ai vu justement une connaissance qui a fait une partie chez quelqu'un qui a refait à l'échelle des figurines le gouffre de Helm. C'est ça qu'on et il a voulait une faire. Table énorme. Bah oui, forcément. C'est monstrueux. Du coup, avec un maximum de personnages, j'imagine aussi. Ah là, oui, t'as des centaines de figurines sur la table pour faire des batailles là qui durent 2 jours, quoi. C'est dingue. Moi, je trouve ça fou. Alors, il y a plein de gens. C'est des projets fous. Ouais. Je trouve ça passionnant. Ça passionnant. Bah oui. Il y a plein de gens qui sont là, les figurines et les jouets, les machins. Mais en fait, c'est un vecteur de. Ça a changé quand même. Ouais, bah. T'auras toujours des gens qui ont des a priori, mais je veux dire. Je trouve que c'est un formidable vecteur de créativité, d'imaginaire, tu vois, de recréer dans des batailles, des machins, etc. De l'avoir même en physique, parce que sur le jeu de rôle, à proprement parler, par exemple. Oui, normalement, t'as même pas besoin. T'as pas tant de figurines, t'as pas tant de machins, t'es plus dans l'imaginaire et puis le jeu aussi, le fait de un peu le jeu d'acteur, un jeu de comédien. Histoire, tout à fait. Voilà, tu te comptes une histoire. Là, tu figures vraiment la chose, de facto, puisqu'il y a les figurines. C'est ça. Et je sais pas, moi, se replonger dans un film, par exemple, ça, même là, c'était il y a plus de 20 ans, parce que j'ai 36, 16 ans, c'était même un peu avant, probablement 13 ans. Quoi, en 2000, le premier film, il me semble, non ? Je saurais pas dire, mais probablement dans ces eaux-là. Donc, et je trouve que recréer un décor, machin, avec des choses hyper précises, faire la peinture du mieux que tu peux, bon, ça prend énormément de temps. C'est un travail de fou. C'est un travail titanesque, je trouve. Mais même, on avait même commencé à jouer, même Papin, on s'en fout, tu vois. Bien sûr, après. Pas grave. Non, puisque en même temps, il faut bien comprendre, appréhender un peu le jeu aussi. Exactement. Et moi, je trouve ça fantastique. C'est génial. Même là, en adulte, si on peut dire, se recréer là-dedans, créer des scènes de films. Et puis c'est beau, en fait, le matériel est beau, quoi. Ouais. Tu joues avec des... Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est avec tous mes meilleurs amis que j'ai toujours, que j'ai rencontrés en magasin. D'accord. Quand j'habitais à Troyes, en fait, dans l'Aube. Tous mes vieux potes, ils viennent de là. Tous mes vieux potes, je les ai connus en magasin. Ouais. Et on se faisait des parties, mais tous les week-ends, quoi. Tout le temps. Bah, c'est génial. C'est ça. C'est trop bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on te demande le plus Non, je vais d'abord te poser la question que je pose à tout le monde dans ce podcast. T'as écouté un peu ou pas le podcast? Pas du tout. Pas obligé. J'ai pas eu le c'est temps. Une question pour Vraiment. ça. Non, mais il y a aucun problème. Je suis désolé. C'est pour ça. Il n'y a pas du tout d'obligation. C'est pour savoir si t'es. Parce que j'ai quelques questions un peu habituelles. Là, je suis en inconnu, là, total. Et c'est cool. Moi, je trouve que la rencontre se passe bien. C'est hyper sympa. Ça me passionne, moi, en tout cas, de découvrir ta passion et donc t'en as fait un métier comme moi d'ailleurs. Donc c'est très très cool. Et c'est très bien. Voilà. Donc la question que je pose à tout le monde, c'est admettons que tu as une baguette magique dans la main. De quoi est-elle faite? En quoi est-elle faite? Waouh. Hein? Ça, c'est une question pas facile, hein?
C'est pas une question facile, en effet. Je te demande pas de faire des vœux ou je sais pas quoi. Hein. Non, j'ai bien compris. C'est en quelle matière? Notamment. Là, tu me poses une bonne colle. Il y a 2 choses qui peuvent me tenter. Je sais pas, je lui donnerais bien un aspect plutôt mécanique SF, tu vois, pour changer. Ouais. Quoi, il y a des boulons, des. Je sais pas. Des roues, un truc un peu méca. Ouais. Ouais. Il y a un truc plus à l'intérieur, caché ou pas? Oh, j'en sais rien encore. Tu sais pas encore? Que je regarde les plans. Tu regardes les plans, ok, c'est intéressant. Est-ce qu'elle a une capacité particulière, une compétence particulière, une ou plusieurs? Si seulement elle pouvait me permettre d'avoir un peu plus de temps. Ok. Voilà. Ok. Parce que les hobbies sont trop chronophages. C'est vrai. Tu veux avoir plus de temps au quotidien ou tu veux remonter dans le temps? Non, au quotidien. Ouais. Remonter, ça m'intéresse pas. Mais... Non. Ouais. Après, tu peux revenir, hein. Ouais, mais même, ça m'intéresse pas forcément. Ce qui est fait, mais au moins avoir juste un laps de temps qui étirer un peu le temps pour pouvoir des journées plus longues que 24 heures. En profiter un peu plus. Ouais. Sur quoi à quoi t'accordes le plus de temps au quotidien? Au quotidien. J'aime bien ta baguette. Un jour, je vais prendre tous mes épisodes, je vais réécouter les questions des baguettes et je vais demander à quelqu'un de dessiner ces baguettes-là. Ça serait super, ça. Ça serait rigolo. Oui. Tout le monde m'a donné des baguettes très très différentes, c'est assez sympa. C'est marrant. Ouais. J'ai quelqu'un qui m'a donné, comme tu parles un peu de mécanique, enfin de méca, il y a quelqu'un qui m'a répondu, Gilles, un photographe, que sa baguette, elle était faite avec le matériau de Terminator. Ah oui. Matériau. Le métal liquide. Le métal liquide. Ouais. Énorme. Je trouve ça fantastique. Énorme, ouais. J'ai trouvé ça absolument génial. Ouais, où est-ce que tu mets ton temps au quotidien? Où est-ce que tu choisis de mettre ton temps? Tu veux dire dans la vraie vie de tous les jours? Ouais. De toute façon, c'est simple, c'est soit le boulot, ouais. Soit les tâches ménagères à la maison, quoi. Ouais, parce que tu parlais de hobby, tu dis les hobbies, ça prend du temps. Oui, mais ça, c'est quand... Est-ce que le ménage, c'est ton hobby? Non, pas du tout. Mais c'est la vie de tous les jours. Oui, ça, c'est sûr que c'est la vie de tous les jours. Mais disons que non, le hobby, c'est quand je peux le faire, dès que j'ai un petit peu de temps, à droite, à gauche, des fois le week-end même complet. Je suis toujours sur mon bureau à bricoler, à faire mes trucs. Enfin, je m'arrête jamais, quoi. Donc, tu continues à peindre? Oui. C'est ça? Oui. En fait, ton hobby, c'est ton métier, qui est ton hobby, qui est un métier, Exactement. tout en étant un hobby. Voilà. Et un métier. Voilà, c'est ça. Tout simplement. C'est ça. T'es archi passionné, en fait. Ah ouais, complètement. T'es à fond, Ah ouais. C'est quoi ton état d'esprit quand tu peins? J'en ai plusieurs. Parce qu'en fait, quand il y a le boulot, je suis dans un état d'esprit pour le boulot. C'est-à-dire que... Focus. Je suis focus sur les demandes qu'on m'a faites au niveau du brief. Ok. Et derrière, je suis focus sur essayer de bien gérer mon temps. Parce que justement, le temps est un gros problème là-dedans. Donc, parfois j'en perds, parfois j'en gagne. Mais j'essaie toujours de trouver le bon compromis, en fait, par rapport à ce qu'on me paye et par rapport à ce qu'on me demande de faire derrière. D'accord. Et quand t'as des périodes de stress? Non, ça va. Pas trop. Non. Honnêtement, j'ai suffisamment de temps en amont sur les projets pour savoir que ça va. Je suis pas... T'iras au bout. Ouais, des fois ça m'arrive, c'est rare maintenant, mais des fois ça arrive que tu te retrouves dans un projet où en fait tu devais le faire pour hier. Ouais. Donc dans ces cas-là, je vais mettre tout à ma disposition pour finir le truc à temps. Et puis je passe à travers les choses que j'aurais fait ou pas fait. Donc c'est ça. Puis après, quand je fais mon hobby perso, là je suis pas du tout dans le même état d'esprit, quoi. Et alors quel est cet état d'esprit quand tu es en hobby perso? Je m'éclate. Tu t'éclates? Et j'apprends, toujours. Ouais. Parce que j'adore apprendre, j'adore découvrir, c'est ce qui me maintient en fait. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce hobby, tu as différentes facettes du hobby. Et puis en fait, tu as différentes choses à approcher. Et là, ça fait quelques années donc je me suis mis à peindre des kits de robots japonais en résine. Ok. Et c'est un travail titanesque. Et c'est énormément de choses à apprendre parce que c'est plus du tout le même matériel, c'est plus du tout la même peinture à utiliser. Et donc c'est du vautrage de gueule sans cesse, mais toujours pour mieux se relever, quoi. Tu vois, tu traverses les 12 maisons des Chevaliers d'Or, quoi.
quoi, il y a plus de matos, c'est plus grand, il y a plus de détails, En fait, c'est une approche totalement différente de la peinture. D'accord. C'est-à-dire que là où tu vas peindre une figurine, tu vas avoir une grosse latitude, si tu veux, d'improvisation de par les techniques que demande la peinture à l'acrylique. D'accord. Puisque c'est une peinture qui sèche vite, si tu mélanges ça comme tu veux, tu peux rattraper sans problème. Enfin, c'est très souple. Okay. Si tu te plantes, c'est pas très grave. Okay. À l'inverse, la peinture, si tu veux, de Mika, tu fais du travail de carrosserie de bagnole. Ah. Donc en fait, tu fais des couches, avec des couches, que tu polis, etc., pour avoir un rendu super nickel, super propre. Pas du tout pareil. Et tu n'utilises pas du tout les mêmes peintures. Alors tu peux le faire à l'acrylique, parce que malgré tout, les vernis pourraient permettre de stabiliser l'ensemble. Ça reste du plastique? Soit du plastique, soit de la résine. Ah, la résine, c'est ça que tu as dit. Voilà. Bah, tu as les deux. D'accord. Tu as kit plastique où souvent c'est articulé. Ouais. Et tu as kit résine où là on est sur quelque chose de fixe, même si les Japonais ont fait des kits résine articulés il y a longtemps. Ok. Donc pas du tout le même boulot, pas du tout la même approche. Voilà, je suis dans autre chose. Du coup, ça te prend beaucoup plus de temps, j'imagine. Ça oui. Et puis à côté, je me peins des figurines pour le jeu aussi. Pour toi? Voilà. Ouais. Où là, c'est vraiment de la détente totale. J'allais y venir. Je fais des trucs plus simples, tu vois, parce que souvent tu vas peindre à la chaîne, puisque tu vas avoir un certain nombre à faire. Et l'objectif, là j'essaie de finir des choses, si tu veux, dans l'objectif de me donner plus de temps après pour rejouer. D'accord. Mais pour pouvoir jouer, il faut que j'ai ces choses peintes avant. Donc c'est très... Oui, toi tu joues pas peint? Non, j'aime pas ça. Donc, puis c'est le plaisir en fait, parce que quand tu te retrouves avec quelqu'un, lui il se fait chier aussi. Tu vois, comme tu disais, tu as les décors. Oui, c'est une démarche. C'est un ensemble en fait. Donc chacun se donne du mal, et puis après, quand tu as tout sur la table, c'est super chouette, quoi. Je trouve que ça participe vachement. J'aimerais en faire aussi, mais on a tous tellement d'activités et si peu de temps. Prête-moi ta baguette, s'il te plaît. C'est ça. C'est cool qu'il y ait un peu plus de temps. Ouais. Je trouve que ce type de jeu, tu vois là, ça c'est la table idéale, je trouve. Elle a un très bon format. Tu vois, il y a un truc très cool pour faire une bataille là, bien rectangulaire, bien massive. Voilà. En plus, maintenant ils font des beaux tapis néoprène à imprimer. Ah ouais. C'est super chouette. C'est trop bon ça. Tu fais des beaux décors et hop, c'est parti. C'est top. Voilà. C'est top. Et puis t'es là, tu peux jouer en journée, le week-end, le soir. C'est ça. Au goûter, tu prends l'apéro, tu machin, c'est hyper sympa, quoi. T'as des boutiques, notamment sur Paris, t'as plein de boutiques. Plein. Donc tu peux facilement rencontrer du monde. C'est ça. Les gens, ils veulent toujours rencontrer du monde pour jouer. Ouais. T'en as toujours qui, même si tu veux jouer à un jeu, tu sais pas trop comment l'aborder. Tu vas sur des groupes qui vont bien sur les réseaux, et puis derrière, les gens, tout de suite, il y en a toujours qui sont volontaires pour te dire viens. Oui, il y a des communautés. À jouer. Il y a des communautés d'entraide, de jeux, de machin. Tu découvres. Oui. Et les gens te le disent naturellement, sans que tu le demandes, tu vois. C'est rigolo parce que d'où je viens, moi, à la base, comment dire ça, le milieu social, ouais, l'éducation, machin, etc., sont considérés comme des... ça va faire bondir les gens, mais tu vois, on s'en fout, c'est plutôt pour dénoncer que sont considérés comme des gogoles antisociales. C'est la vérité, hein, d'accord ? Bien sûr. Pour dénoncer ça. Donc là d'où je viens, c'est plutôt comme ça. Je fais un peu fort exprès. Non, mais... Évidemment, tout le monde ne pense pas ça, machin, etc., mais le milieu un peu d'où je viens, un peu genre privilégié, je sais pas quoi, truc. Voilà, des gogoles un peu asociales et tout. Alors qu'en fait, moi, évoluant dedans depuis, ayant toujours aspiré à évoluer dans ce milieu-là, tu vois, j'ai des sabres laser tatoués sur les bras, tu vois ce que je veux dire, donc, tu vois, dans ce dont on se parle. Il n'y a rien ici à la maison, mais je peux te dire qu'au bureau, c'est une catastrophe ce que je collectionne. J'ai des figurines taille 1, j'ai un vaisseau et tout, je suis un maboule. Donc je suis un gogol, il n'y a pas de problème. Alors qu'en fait, si tu creuses un tout petit peu, même en surface, je trouve, tu me donnes ton avis. Je trouve que c'est le milieu qui fait le plus de rencontres et qui cherche le plus à rencontrer les gens naturellement, parce que... sans jugement, sans truc, et qui se rencontrent très facilement en fait. Genre, ah bah moi je joue à ça, ah toi aussi, bah on se fait une partie samedi, enfin tu vois. Simplement parce que en fait tu partages la même passion pour le même truc. Donc en fait le langage il est déjà là, puisque tu as toujours ce langage, tu sais, par rapport... Tu peux prendre n'importe quel milieu, que ce soit du sportif, que ce soit musical. Tu as un langage qui va derrière en fait ces passions. Ouais. Donc du coup les gens ils se comprennent tout de suite. Parce que ils savent de quoi ils parlent, ils ont la même culture, ils partagent les mêmes trucs, des expériences certainement différentes, mais
Mais du coup, ça facilite les choses, donc c'est ça qui est formidable. Après, il est vrai aussi, parce que tu vois, j'avais bossé moi 2 ans en boutique qui vend des jeux de rôle, figurines et jeux de cartes. J'étais vendeur, voilà. J'avais été en fait choisi pour m'occuper de toute la partie figurines, vu que c'était à la base mon truc. Ouais, tout à fait. Je suis pas vraiment un vendeur, c'est dans l'âme, c'est pas mon délire. Non, mais du coup, tu t'es servi de tes compétences. Ça m'a fait une expérience, ça m'a fait apprendre des choses et j'ai découvert un peu ce monde-là. Et comme tu aimes apprendre. Voilà. Mais ce qui est différent là, c'est que en fait, tu n'es plus acteur, mais tu deviens spectateur. D'accord. Ce qui fait que donc tu rencontres les gens qui viennent dans ta boutique, que tu fidélises et qui viennent faire des activités justement, parce que souvent les magasins de jeux proposent, tu sais, des soirées à thème. Oui, tout à fait. Donc des soirées jeux de cartes, des soirées jeux de rôle, des soirées jeux de figurines ou peinture. Ce qui fait que ça permet justement aux gens, ils viennent, ils se rencontrent, etc. Donc effectivement, les gens viennent se rencontrer là. Après, dans ces milieux-là, tu as quand même quelques personnes où tu sens que en fait, ils sont pas à l'aise non plus socialement vis-à-vis de l'extérieur, mais ils seront plus faciles à l'aise avec les gens, tu vois, qui partagent en fait les mêmes choses. Parce que ça, j'en ai vu où t'as des mecs qui ils viennent même pas te dire bonjour dans le magasin, tu vois, parce que il a peut-être une sorte de peur ou je ne sais quoi, parce que il y a différentes phobies ou des conneries comme ça, je ne sais pas, qui font que t'es pas à l'aise avec les gens. C'est normal, hein. Tu vois, moi, je suis tout le temps dans ma grotte. Dès que je prends les transports, je suis pas à l'aise, par exemple. Tu vois. J'aime pas trop ça, en fait. J'aime plus trop ça. Et ne vivant plus à Paris, tu vois, et étant tout le temps... Oui, c'est vrai que tu viens de loin, toi. Étant tout le temps cloîtré dans mon appart, finalement, je me sens bien entouré de tout mon bordel. Tu vois. Ouais. C'est tout con, mais... Qui est parfaitement organisé, évidemment. Oh oui. Sous les couches et les couches qui s'accumulent vers les années. Mais enfin, tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Bien sûr. Tu as effectivement cette sociabilité très forte avec n'importe qui, quel que soit l'endroit, puisque tu vas partager la même passion. C'est ça qui est formidable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et la figurine, c'est exactement pareil. Enfin, tu vas dans un truc, je sais que là, il y a un lieu qui a ouvert il n'y a pas si longtemps où les gens vont pour jouer, tu as des tournois qui sont organisés, et les gens, ils se rencontrent aussi comme ça, quoi. On n'a pas conscience, les gens qui vont pas en il y en a plein qui y vont, mais il y a plein de gens aussi qui n'y vont pas en convention, etc. Les salons de jeux. Ah oui, complètement. Je pense à Paris et Ludique notamment. Tu vois, c'est ce genre de truc. En plus. Blindé de monde. Ouais, c'est de la folie. On n'a jamais autant joué. Ah non, jamais. mais je suis d'accord. Les gens pensent que c'est les jeux vidéo qui ont pris le pas. Mais après, c'est normal parce que je pense que nos générations maintenant, elles ont vieilli. Oui. Et elles se cachent moins aussi de leur hobby parce que tu vois, il y a quelques années, comme tu dis, à peu près peut-être 20 ans ou par là, c'était la honte. Franchement, ouais. Quand tu disais que tu faisais ça ou ça, en fait, t'en parlais pas, tu le disais pas. Ouais. Aujourd'hui, ça a complètement changé et on le voit bien par les médias en fait qui montrent tout ça. Et puis même, tu regardes, toi, si visiblement tu es un gros fan de Star Wars, tu vois ce que c'est devenu. Je veux dire, au niveau de l'impact, aujourd'hui, c'est fou, en fait, comment, en fait, ces trucs qui étaient considérés comme des gros trucs de naze faits par des nerds sont devenus, en fait, des trucs super cultes de la culture pop maintenant. C'est cultissime. Et aujourd'hui, et les gens dépensent des fortunes. Ah ouais, non mais clairement. Dans leur passion, dans leur hobby, c'est devenu un truc de fou maintenant. Ah mais c'est dingo. Moi je vois pardon. De plus en plus de cosplayers notamment. Oui, aussi, c'est génial. De plus en plus, qui dépensent mais de l'argent. Alors, moi d'un côté je le ferais pas. Parce que mais dépenser de l'argent dans des costumes pour les mettre moi-même. Et en même temps, j'achète des figurines life size. Mais c'est des costumes que je pourrais très bien mettre. Moi, je sais que j'ai quelques connaissances. J'ai quelques connaissances qui font partie de la 501. Ouais, bah oui. Tu vois, et là, c'est pareil. Justement, il y a de plus en plus d'assauts. Parce qu'il y a notamment la 501, la Rebelle Légion, mais il y a de plus en plus d'autres petites assos qui se montent, etc. et qui prennent une ampleur de ouf. J'ai d'ailleurs reçu un ancien président d'assaut ici, qui s'appelle Valentin. Karl, je vous invite à aller écouter son épisode, c'est la saison 2, mais je ne me rappelle plus le numéro. Et son asso, il n'était pas président au départ, il l'est plus actuellement, mais ils ont monté ça, tu vois. Je sais pas, il voulait peut-être pas, il me semble. Ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il
Voilà, c'est quand même très strict pour rentrer dans les assos reconnus, Lucasfilm, 500 Rebelle, il faut que ça rentre dans le spec et machin, et c'est très bien, enfin tu vois, ils veulent que ça soit le plus accurate possible par rapport au film. Et donc ils se sont créés une asso un peu plus détente. Un peu plus détente, voilà, tu peux venir avec ton costume, ton machin, du moment que c'est joli, que c'est machin, que c'est pas vulgaire, ou tu vois, j'en sais rien. Et en fait, ça a pris une ampleur de ouf, ils ont monté ça que à Paris. Incroyable. Et du coup, maintenant, ils sont des dizaines et des dizaines dans toute la France. Oula, qu'est-ce que ça a sonné là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça a sonné extrêmement fort. Oui, là. oui. Ah bah d'accord, c'est un rendez-vous, bon, peu importe. Et ça a pris une ampleur de dingue. Et ça n'arrête pas, je trouve. Et les gens, même quand on a démarré l'école de sabre laser il y a 10 ans, enfin 9 ans maintenant, on rencontrait des gens qui nous disaient est-ce que vous pensez que le jeu vidéo, qu'est-ce qui est le plus... à quoi les gens jouent le plus, jeux vidéo ou jeux de société ? Et en fait, x10 les jeux de société. Ah mais c'est incroyable les jeux de société, ce que ça... L'ampleur que ça a pris. Je te parle pas du Monopoly, hein. Ah mais on est d'accord. Évidemment. On est les gens d'accord. entendent Monopoly, ce qui est tout à fait normal, Cluedo, les trucs qui ont percé un peu. On est d'accord, mais ça c'est pas... Voilà. C'est les trucs que tu joues quand t'es gamin, que tout le monde a à la maison. À la campagne, avec les gens qui connaissent exactement. Pas. Mais non, d'ailleurs quand tu vois tous les bars à jeux qui ont ouvert, c'est une folie. Toi ça c'est pareil, au niveau social, c'est formidable. Complètement. Parce que les gens, ils aiment bien jouer au jeu, ils viennent, ils rencontrent des gens qui aiment les mêmes trucs. Ouais. Bah, c'est super. Ouais. Bah, et je trouve qu'on peut vaincre aussi sa timidité. Oui. Toujours, je prends cet exemple de Valentin, j'en parle hyper facilement puisqu'il le dit dans le podcast, donc je révèle pas quelque chose d'incroyable. Il dit voilà qu'il était hyper timide, il est toujours assez réservé. Mais en fait, le cosplay, le jeu, le truc machin, ça lui a permis d'aller vers les gens, filles et garçons inclus. Pour aborder une passion et non pas se dire oh là là, qu'est-ce qu'il me veut celui-là, machin, et hop, on parle le même langage, terminé mon soir. Ouais, c'est ça. Ouais. Les bars à jeux, c'est vachement bien aussi, quoi. Parce que génial, t'es là, tu viens avec 2 potes, ou enfin peu importe, une copine, enfin on s'en fout. Et en fait, parfois ils organisent des soirées à thématique sur les jeux. Je pense à un bar très cool qui s'appelle le Messia. Ah oui, je connais le nom, ouais. J'y suis peut-être déjà allé une fois. Sympa, voilà, et ça cartonne, quoi. Ils ont une réserve juste là, juste derrière, dans la rue. Et t'y vas, même tu peux y aller seul et tu fais équipe. Enfin, tu rencontres des gens. S'il y a besoin de jouer à un jeu, qu'il faut tant de joueurs et qu'il en manque un, bah c'est parti. Et puis ils t'apprennent à jouer, quoi. Ils t'apprennent, ils te disent pas, tu sais pas jouer, si ça, non, c'est pas grave. Oui, et puis en plus, tu découvres des jeux. Oui, complètement. Donc s'il y en a un dans le lot, en fait, où t'as des coups de cœur, bah tu vas les acheter. Oui, c'est ça. C'est tout simplement. Hein. C'est hyper cool. Donc les gens jouent et se parlent. Oui, jouez et parlez-vous, c'est bien, faites ça. Oui. Faites ça. Il y a des gens qui ont rencontré la personne avec qui ils sont en couple d'ailleurs. Ah ben bien sûr. Grâce à ça. Évidemment. Tu vois, des gens qui sont un peu timides, je sais pas, prenons l'exemple d'un couple hétéro, tu vois, un garçon qui ose pas aller aborder une fille pour diverses raisons. Ça peut être n'importe quel... Et hop. Oui, tout à fait. Et hop, la relation se fait, puis les connivences arrivent. Enfin, c'est fou, quoi. Même pas par le sport, même geek, tu vois, nous le sabre laser. Moi j'ai des couples qui se sont formés. C'est pas étonnant. Et à 14h, là je reçois une amie qui a rencontré son gars en cours. Ils sont pas quittés depuis, quoi. Voilà. Je trouve ça trop bien. Bah, bien sûr, c'est génial. Je trouve ça trop bien. Martin, c'est quoi dans la vraie vie, c'est quoi ton super pouvoir ? De gérer plein de choses. C'est-à-dire ? De gérer toute la maison et tout le boulot. T'as une grande pour maison. Que tout le monde soit bien. T'as une grande maison ? On est en appart. Vous êtes plusieurs alors, j'entends. Ouais. J'ai ma compagne et il y a son fils qui a maintenant 19 ans. Ouais, il vit avec vous ? Ouais. Ah ouais, donc ça doit être... Il est dans une caverne un peu lui aussi ou pas ? À 19 ans, ça va ? Peu, mais pas de la même manière, on va dire. De quelle manière ? Après, c'est l'âge où t'es un peu... peu dans ton coin, où t'es jamais là parce que t'es tout le temps avec tes potes, et c'est important. C'est capital. C'est vital, hein, complètement. Et les pauvres, d'ailleurs, ils ont été enfermés il y a quelques années de ça à cause du Covid. Hein, c'était pas super. Non, pas super. Surtout pour eux, où c'est un âge où ils ont besoin de, justement, vivre leurs expériences. Ah oui, et puis ils ont besoin de contact. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Donc non, mais de toute façon, on est une famille de geeks. Hein. Ma compagne Estelle... elle fait du tricot, du crochet, donc il y en a partout à la maison aussi, en plus des figurines et des jeux. Super. Elle fait aussi un peu figurines jeux et tout ? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais à fond sur... Par contre, son boulot, c'est le jeu, puisqu'en fait, elle bosse chez Asmodée. Ah ouais ? Voilà. Elle fait quoi chez Asmodée ? Elle gère... Enfin, sans rentrer dans les détails... Elle gère Pokémon et d'autres projets, en fait. Genre la licence Pokémon, tu veux dire ? Oui. D'accord. Pour le jeu de cartes.
Putain, excellent. Voilà. C'est super ça. Voilà, donc en fait, et elle, son hobby, c'est tout ce qui est tricot et compagnie. Et elle aime bien les poupées aussi, on en a beaucoup à la maison. Ouais. Et tu vois, par exemple, elle se fait des voyages où elle va partir 1 semaine ou 2 semaines à l'étranger, où en fait, elle va apprendre des techniques locales, si tu veux, pour soit le crochet ou la couture, ou pour faire en fait les vêtements, les accoutrements en fait typiques, si tu veux, d'une région du globe. Ok. Par exemple. Ok. Voilà. Vous êtes une famille d'artistes en fait. De passionnés, ouais. C'est un art. Peindre, c'est un art. Oui, après ça dépend Créer comment des on le vêtements détermine. Moi, je considère pas mon boulot comme de l'art, par exemple. D'accord, marrant. Parce que je réponds simplement à une demande qui est faite par rapport à des choses existantes que je dois simplement traduire, moi. Si tu veux, je traduis un dessin qui est colorisé pour que ça fonctionne sur un objet en 3 dimensions. Et ce, via le biais d'une technique. Donc en fait, c'est plus une répétition de technique. Mais c'est une technique artistique. Pas vraiment, parce que tu n'as pas de création. Moi, je considère l'art comme de la création. C'est-à-dire, tu as un objectif, tu veux faire passer un message, tu veux vraiment créer quelque chose. Donc si tu reproduis, c'est pas de l'art. Je considère pas ça comme de l'art, non. Donc les gens qui prennent une chanson... Oh Camille, la paix. Qui prennent une chanson et qui en font une reprise un peu différente, c'est pas de l'art? Ah, je ne sais pas. Moi, je parle de mon cas. Ouais, je sais pas. Parce que la musique, c'est de l'art. La musique, c'est de l'art, oui. La création, voilà. La création. Mais il y a beaucoup de reprises régulièrement, oui. avec des samples et des machins réutilisés sans arrêt. Il y a toujours des ressorties de différents trucs tous les ans, depuis des milliers d'années. Et donc, est-ce que ça, c'est pas de l'art, du coup? Je saurais pas le dire. Ok. Parce que, en fait, ne le faisant pas, je sais pas. Okay. Je pourrais pas juger. Ok. Je parle simplement de mon... J'ai pas d'avis, je pose la question. Non, je sais, mais je parle juste, si tu veux, moi, de mon point de vue, dans le sens où c'est très mécanique, en fait, ce que je fais. Ok, alors, est-ce que... Je vois du noir, je fais du noir. Comment je vais l'éclaircir? Après, je demande, est-ce que ça marche comme ça? Ouais, modifie ça. Ok, je modifie. Paf, une fois que j'ai trouvé le bon truc, que j'ai eu la validation, après, je répète, tu vois. Ta. C'est aussi simple que ça. Et alors, quand tu le fais pour toi? Quand je peins pour du jeu, c'est pareil. Le jeu, c'est plus chercher des techniques faciles pour tricher, pour aller plus vite. Donc, on va dire que c'est plus grâce à l'expérience, tu vois, les connaissances que tu as acquis avec le temps. Okay. Tu sais, en fait, après, comment temporiser telle chose pour que, justement, ce soit moins chiant à faire. Parce que ça peut vite être très chiant quand, justement, tu dois répéter les choses. Donc, tu vois, parfois, dans le boulot, c'est pas drôle du tout, parce que là, je peux pas parler du jeu sur lequel je travaille en ce moment, mais par exemple, je me tape des séries d'une 15aine de figurines. Ouais. Donc, elles sont toutes uniques, mais en même temps, toutes similaires, puisqu'en fait, elles disposent toutes du même accoutrement. D'accord. Donc, en fait, je dois repeindre 15 fois les mêmes pantalons, 15 fois les mêmes vêtements, etc., etc., etc. Tu vois? Donc, c'est pas drôle du tout. Bon, ça remplit le frigo, c'est déjà bien. Oui. Et mais après, tu as, dans ce milieu-là... Il y a des trucs moins drôles, quand même, pour gagner de l'argent. Alors, effectivement, je m'estime heureux de pouvoir le faire. Je me plains pas du tout. Mais si tu veux, dans ce milieu, tu as différentes écoles, on va dire. Par exemple, là où tu vas avoir une vraie démarche artistique, ce que je considère comme vraiment de l'art, c'est que tu as des gammes de figurines où vraiment, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture, c'est poussé à un extrême où en fait là on a vraiment, c'est comme si tu avais une illustration qui est en 3 dimensions. D'accord. Et maintenant en fait les peintres qui font tout ça ont vraiment développé cette façon de faire qui n'existait pas avant. Et ça je considère que c'est artistique. Parce qu'en fait, tu as une vraie recherche en peinture. Okay. Là, moi, c'est que de la répétition mécanique. Donc, c'est plus, encore une fois, c'est lié à l'expérience, savoir comment doser tel truc. Tu dois juste essayer de rester cohérent par rapport aux illustrations, en fait. Ouais, je comprends. Tu vois, qui constituent l'identité du produit. Ouais. Donc, chaque jeu, en fait, va avoir son identité. Et chaque jeu a déjà donc ses illustrations, ses concepts qui sont validés. Et à partir de là, sont faits les figurines. Et donc, la peinture,
En tout cas, je parle du wargame, hein, tu vois, c'est vraiment un truc particulier, le wargame. Et là, en fait, oui, tu dois faire simplement un truc qui reste dans l'ensemble, qui constitue un truc cohérent. Alors que dans les gammes de peinture de figurines, c'est des figurines plus grandes, si tu veux. Tu vas avoir des 75 mm, voire un peu plus des fois. Mm-hmm. Et là, vraiment, les mecs, ils font des trucs de fou, quoi. C'est ahurissant, le travail, où là, vraiment, tu as un aspect créatif qui est assez délirant. Tu as quand même quelques jeux où ils font ça. Hein. Ouais. Où les mecs en peinture s'arrachent vraiment les doigts pour faire des choses, si tu veux, qui fassent pas cet aspect conventionnel de la peinture pour que ça passe, si tu veux, simplement en photo, parce que le but du jeu, en fait, moi, mon boulot, c'est simplement de mettre en avant un produit, mais un produit de jeu. D'accord. Tu vois. Donc voilà, c'est plus comment moi je vois les choses, parce que j'ai pas l'impression de créer vraiment quelque chose. Ok. Dans le sens où je passe pas de message, en fait, tu vois. On me dit tu fais ci, je fais ça. Et puis c'est tout. Tu vois, je fais pas dans le sens où je me sens pas. Si je devais créer quelque chose, je devrais être capable en fait de le dessiner, de le sculpter et de le peindre pour interpréter quelque chose, une vision, que ça prenne vie, que ça donne. Tu vois, je ne sais pas. Enfin, je connais certaines personnes qui font ça et qui vraiment ont dépassé ce stade de justement la figurine. La toute bête. Après, je considère les sculpteurs plus artistiques, si tu veux, parce qu'il faut quand même une sacrée connaissance en anatomie et aussi au rapport qu'ont les matières. Parce que tu vois, un pantalon, par exemple, en cuir, les pliures vont pas se passer de la même matière clairement qu'un pantalon en tissu. Ouais, bien sûr. Et les sculpteurs le prennent en compte. Ouais. Et mine de rien, il faut le retranscrire. Ouais. C'est pas facile. Donc aujourd'hui, tu as beaucoup de digital. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas de la sculpture. Ouais. Parce qu'il faut avoir une sacrée connaissance pour justement interpréter cet objet en 3D et qu'on comprenne tout de suite que ça c'est tel matériau, ça c'est tel matériau, etc. Ok, je comprends. Donc, selon toi, évidemment, la technique pinceau en main n'est pas forcément de l'art. Non, je pense pas. T'as une technique. T'es un techos, en fait. Oui. Je vois plus ça comme un... Alors, il y a le mot art dedans, mais de l'artisanat. Il y a le mot art dedans. Il y a le mot art dedans. Mais parce qu'en fait, je vois plus ça comme un savoir-faire. Ouais. Tu vois, que tu améliores avec le temps. Ok. Mais où t'es pas forcément à chercher à... Parce que pour moi, l'art, c'est vraiment le passage de message, en fait. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Je sais pas mais j'entends très bien. Je sais pas si j'ai raison ou pas, hein, mais... Je crois pas qu'il y ait de vérité absolue. Voilà, exactement. Hein, c'est plus comme ça que je vois les choses. Ouais. L'artisanat. Ça me va bien, ça me va bien. J'avais une question tout à l'heure. Oui. Est-ce que du coup, le fils de ta compagne, il s'intéresse à ce que tu fais ou pas du tout, absolument pas? On a joué à quelques jeux quand il était plus jeune. Moi, je l'ai fait jouer à des jeux. Ouais. Je lui prêtais même, j'avais des jeux de figurines où les figurines étaient vendues, si tu veux, pré-peintes en plastique. Ouais. C'est un peu fragile, mais quand il était gamin, je lui passais. Oui. Il jouait avec, il faisait sa vie, etc. Ouais. Et quand on a fait quelques fois des jeux, vraiment, on s'est bien marré. Ouais. Cool. Après, c'est pas son truc, lui. Lui, il est très jeu vidéo. Ouais. J'en mets. J'adore. Ouais, c'est trop bien. C'est jeux vidéo et fashion, tu vois. Ok. Donc les sneakers, les sapes et tout ça. Trop bien. Voilà. Toi, c'est donc encore en fait quelqu'un qui accumule des choses aussi. Et on n'est pas le bon exemple. Ça doit être un bon bordel chez vous. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Je pense que ça fera du bien quand on déménagera et qu'on pourra vraiment avoir un atelier chacun, tu vois. Ça c'est cool. Parce qu'en plus ma compagne s'est mise là depuis l'année dernière à faire du comment on appelle ça, de la teinture végétale. Ok. Voilà. Donc c'est-à-dire que elle récupère sur de la laine qui n'est pas teintée. Ouais. Et en fait, elle a donc plein de documentation avec pour savoir quelle plante fait quelle couleur. Ouais. Et en fait, après, il y a tout un process. C'est trop bien ça. Où justement, ça te permet de teinter la laine. Avec, tu vois, par exemple, là, c'était quand au mois de septembre, on a ramassé des fleurs de houblon. Parce qu'on se promenait par hasard, si tu veux, pas très loin de chez nous, t'as un grand parc et tout ça où tu peux te promener avec des cours d'eau. Il y a du houblon? Ouais, parce qu'en fait, ça pousse près des cours d'eau. Okay. Et on voit ces fleurs, on se demande ce que c'est, parce que en vrai, j'en avais jamais vu, donc je savais pas ce que c'était. On cherche, et on se dit, putain, c'est de la fleur de houblon, génial. Ah ben merde, ça permet de teinter, en plus.
En plus. Voilà. Donc on est revenu la semaine d'après avec des sacs. On a accueilli tout ce qu'on pouvait. Ouais. Et elle a fait de la teinture avec. Excellent. Vous n'avez pas fait de bière? Non. Vous n'avez pas fait de bière? Dommage. Non. Dommage. Donc, tu vois, Ça, c'est hyper intéressant. Je savais même pas qu'on pouvait c'est incroyable. faire C'est incroyable. de la teinture avec ça. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et donc, effectivement, il va nous falloir des espaces pour, tu vois... Là, ça n'a pas de rapport, mais vous projetez de déménager là? Ouais. Atelier, machin et tout. On prévoit, ouais. Dans quelques années, on attend que donc Morgane, c'est mon beau-fils, D'accord. de voir un peu comment ça se passe là avec les cours et tout ça, où il se dirige, etc. Oui. On se donne encore un peu de temps, mais oui, on prendra le temps parce que il nous faut de la place, il nous faut des ateliers là. Ouais, ça devient urgent. Ouais. Je te cache pas que moi c'est pareil parce que j'ai ma compagne, pareil, elle est très dans le elle fait du macramé notamment. D'accord. Tu vois, il y a 2-3 trucs là. Sur la chaise. Ouais, je vois. Beaucoup de cordes, beaucoup de machins, et ça prend pas mal de place au bout d'un moment. Quand on fait fait des matériel, grands, en fait. il faut du matos. Elle a acheté un portant pour faire les très grands macramés que tu mets en déco, machin, puis tu peux faire un maximum de trucs avec, des porte-plantes, des porte-trucs, des ceci, des cela, des décos, des porte-miroirs, que sais-je, en décoration ou trucs du quotidien. C'est assez balèze, je trouve. Puis les techniques Elle s'entendrait peut-être bien. Probablement, parce qu'on est un peu sur la corde, quoi, sur la fibre, sur le tissage. Elle s'intéresse au crochet, maintenant, la matière, voilà. un peu, tu vois, le textile, il y a quelque chose, quoi. Donc ça prend du temps. C'est ça. Elle rénove des meubles. Donc là, il faut vraiment de la place. Oui, c'est clair. Elle récupère des vieux trucs qu'elle ponce et repeint et trucs et machin, et ci et ça. Altère un peu avec une épaule. Bon, voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Elle s'est mise à la poterie aussi. Enfin, tu vois, faut c'est rien, pas du tout son métier, à 1000 heures de ça. Mais du coup, ça nécessite de la place. Voilà. Et moi, entre le sabre laser, boutique en ligne, le podcast, ça prend déjà beaucoup de place. Du matos en plus, j'en ai rangé, hein. J'ai sorti ça pour nous, hein, mais j'ai 2 micros de plus, si ça, machin. Je reçois 3 personnes dans 2 mois. Enfin, tu vois, il faut du matos. Je fais de la musique aussi, donc j'ai les guitares et les trucs et les studios et les enregistrements, les micros. Il faut des pièces. Les hobbies, ça prend de la place. Ça prend de la place, ça prend du temps, mais c'est cool. Bah oui. C'est cool. Moi, je ne pourrais pas vivre autrement qu'en faisant un maximum de hobbies. Mais moi non plus, c'est pareil. Après, c'est une chance de faire sa passion, son métier. Oui, et puis on a de la chance. C'est une chance. On a de la chance d'être dans un coin du globe où ça va, on peut profiter de tout ça aussi. Ouais, on peut le faire. Après, bon, c'est du boulot, c'est pas que de la chance, mais oui. Oui, c'est du boulot, bien sûr. Boulot pour y arriver, bien sûr. T'as forcément, au départ, pour toi, c'est une passion qui t'y intéressé en tant que gamin, machin, et puis t'as bossé, et puis au bout d'un moment, on a reconnu. Voilà. Le hasard a fait que, paf, je me suis retrouvé avec au bon moment, avec les bonnes personnes, et puis hop, c'était parti. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est une chance sans lettre. T'as bossé pour, bossé pour connaître les techniques, pour ci, pour ça. Ouais, puis... Donc on n'a rien sans boulot. Non, moi je me souviens que quand j'ai... Alors c'était un hasard complet, en fait, que je me retrouve à faire ça en tant que boulot. Hein. Ouais. Mais oui, ça je comprends. À cette période-là, donc quand on jouait avec mes potes, si tu veux, tous les week-ends, donc en fait, tu avais cette marque française qui s'appelait Racam, et donc on jouait au jeu à fond les ballons. Et à chaque fois qu'il y avait une newsletter, on était comme des dingues. Ouais. On peignait comme des dingues. Ouais. Et puis en fait, mon père nous emmenait à chaque salon où en fait ils étaient présents, tu vois. Donc, on faisait la route, l'aller-retour à Paris. Tu avais donc le salon de la maquette et le monde du jeu. Ouais. Et donc, Racam était présent à chaque fois là. D'accord. Et donc, on bavait devant les vitrines. On était comme des dingues. Et moi, c'est effectivement à cause de ça, de ces vitrines, que je me suis dit, putain, s'il y a des gens qui arrivent à peindre comme ça, pourquoi pas moi ? Ouais. En fait, il y a eu une sorte de switch, tu vois, à un moment donné, dans ma tête. Et quand je suis rentré après, j'ai peint comme un taré. Donc ça veut dire qu'à chaque salon, je me pointais devant les peintres et je leur demandais qu'est-ce que je peux améliorer encore. Et à chaque fois. Jusqu'au moment où, justement, il y en a un qui m'a dit bouge pas, j'appelle le boss. Donc il a appelé le boss, on a discuté, ils ont gardé ma figurine et après ils m'ont recontacté pour me dire qu'il y avait une place de libre, que je pouvais venir faire un essai si je voulais. Tu vois ? Excellent. En fait, c'est un enchaînement de trucs, mais comme tu dis, c'est du boulot parce qu'en fait, j'ai bossé dans mon coin. Bah oui. Et puis, c'était pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu regardes pour tout, t'as des tutos, partout, dans tous les sens. Ah bah ça, c'est une folie. Mais avant, à l'époque, il n'y avait pas ça. Non, bah donc, c'était les débuts d'Internet. Il n'y avait pas de vidéo explicative sur quoi que ce soit.
Donc en fait, tu étais devant tes trucs et puis tu te posais tes questions et t'essayais de comprendre et t'essayais de reproduire ce que tu voyais sur les photos des bouquins. Ouais. Et t'en chier. Ouais, c'est un autre mode d'apprentissage, c'est clair. Et t'en chier, en fait. C'est clair. Et... on a tellement de ressources aujourd'hui. Ah mais c'est fou. C'est vachement bien, je trouve. C'est vachement incroyable. C'est-à-dire que maintenant, dans n'importe quel truc, tu peux apprendre en fait et facilement. Ouais. Parce que tu as accès à l'information. Ouais. Oui, l'information est donnée. C'est pas dit que c'est facile à faire, mais c'est surtout l'information qui est facilement disponible. Oui, c'est ça. Ça change tout. Après, c'est sûr que t'as rien sans rien. Si tu bosses pas, que tu refais pas, tu sais machin, mais au moins, il y a une partie du boulot, non pas qui est mâché, mais on te dit comment faire. Après, c'est pas parce qu'on te dit comment faire que t'arrives à le faire. Tu vois, tu parlais du fait que t'étais... De musique, ouais. Voilà, musique, jouer de la guitare, c'est pas facile. Ah bah non. Je veux dire, tu vas pas claquer un morceau en 2 minutes parce que t'as vu une vidéo. Ah bah non. Et en plus, je vais aller dans ton sens. On a à peu près le même âge, en tout cas sur un gap générationnel qui est à peu près le même. Un delta, pas un gap. Un delta générationnel, parce que gap c'est un fossé, donc ça va pas. Un delta générationnel qui est à peu près le même. Moi, quand je me suis mis à la guitare, entre 11 et 13 ans, machin, etc. Pareil, Internet. C'est ça, ouais. D'accord. C'était mort. T'avais accès quand même à des partitions et des trucs comme ça. Et ça, tu vois, ça démarre tranquillement, mais loin, quoi. Hein. Moi, j'étais plutôt à acheter des magazines Guitar Part et machin, avec les partitions dedans. Puis te montrer les accords et les trucs comme ça. Exactement. Et donc, il disait, tu mets tes doigts comme ça. Voilà. Et ça fait un accord. Voilà. Moi, je mettais mes doigts comme ça et ça fait... voilà. Donc, pas du tout. Et donc tu réessayes et tu cherches la meilleure technique pour mettre tes doigts, tes machins, etc. Au début, tes mains, tu peux pas écarter plus la main que ça, machin. Après, tes doigts vont de plus en plus loin, tu vois. À force de pratique. Je peux pas le faire sur celle-là, tu vois, mais là sur celle-ci, ça va de plus en plus loin pour aller chercher les accords et machin que ça. Et il y avait pas du tout de tuto, de 10 machins. Maintenant, je vois les trucs. Tu mets une poignée sur le manche avec des chiffres. Et donc, ça pince automatiquement la corne. C'est impossible d'apprendre comme ça, puisqu'il faut te faire de la corne sur les doigts pour faire le geste. Ouais. Ben oui. De la même manière qu'il faut rater en peinture pour c'est ça, et tester le orange. Ah bah non, c'est pas assez de. Je dis des conneries, mais il n'y a pas assez de noir pour ci, il n'y a pas assez de trucs machin. Il faut faire son cuir un peu, si je puis dire. De toute façon, après, c'est la technique. C'est ça, c'est le principe de n'importe quelle discipline. Tu dois répéter des milliers de fois. Tu te casses la gueule, tu te relèves, et puis c'est reparti. Il y a zéro secret. Puis tu as des déclics, etc. C'est ça. Parfois tu rencontres des gens, hop, ça te refait d'autres déclics. Exactement. Parfois il faut laisser un peu de côté aussi, le temps que le cerveau et le corps intègrent la technique. C'est ça. Que tu processes un peu les choses. Exactement. On est d'accord sur le sujet, ça me rassure. Je pense qu'on ne sera pas les seuls à être d'accord. Non, tout à fait. Est-ce que tu es d'accord, Okami ? Lui, il a bien processé la façon de ronfler. Ah putain, on entend que lui. Je suis désolé pour ça. Il ronfle plus que d'habitude. Ouais. Voilà, écoute, je sais pas, c'est pas grave. C'est un chien, il a le droit de vivre. Oui, aussi. Je vais pas l'enfermer dans la chambre, le pauvre. Non. Enfin bon, il serait bien quand même. Hein. Il est pas content parce que j'ai puni ce matin parce qu'il a dormi sur le canapé. Enfin, je l'ai puni. Je l'ai pas mis au coin, mais il a dormi sur le canapé cette nuit, c'est interdit. Bon, bref. Donc, c'est sûr que à notre époque, c'est comme si on avait 70 ans. C'était pas les mêmes richesses. C'était pas les mêmes richesses à l'époque qu'on a. Là, enfin, tu vois, ça m'a pris comme une envie de pisser. J'ai envie de faire de la trompette. J'ai regardé s'il y avait des tutos un peu cool. Parce que j'aime beaucoup la musique. Je fais beaucoup de guitare, beaucoup de chant. Et puis j'ai fait un peu de piano, machin. S'il y avait des tutos un peu cool sur la trompette, j'ai vu, j'ai acheté une trompette. Ah bah voilà. Et j'ai fait mes premières notes et machin. Bon, après, je te le dis, voilà, pour étayer, imager ce qu'on est en train de dire. J'ai pris ma trompette, j'ai soufflé dedans, ça a fait comme ça. Et il faut souffler d'une certaine manière. Le temps de trouver les choses. Le temps de trouver et comment placer ta lèvre. Et nanana, il faut souffler plus fort, moins fort, mettre plus ou moins de souffle. Ton doigt, machin, dégoupiller le piston en même temps et tout le bordel. Alors il a beau te montrer comment on fait. Va sortir le son. J'ai sorti 3-4 notes, j'étais content, qui était un peu, tu vois, un peu timide. Donc t'as la ressource qu'on n'avait pas avant. Fallait aller en école de musique, exactement, machin, etc. Là, tu peux tout faire à la maison. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Bon, tu vois, là, le podcast, après, voilà, tu mets des micros, des machins. J'avais un peu de rond pour investir, mais pareil, tu peux tout de suite créer une émission, prendre la parole. Tu peux
faire tellement de trucs maintenant par toi-même. Et puis, je suis sûr qu'il y a des vidéos qui expliquent comment installer un studio, comment régler le matériel. Il y a 100% des vidéos, évidemment. 100% des vidéos qui disent quel matos choisir en fonction de ton budget. C'est ça. Mais pour tous les sujets. Hein. Oui, complètement. Avec quel micro. Alors, ça, ce micro, là, il est à 1 million d'euros, donc c'est peut-être pas la peine, sauf si vous avez le budget, machin. Quoi brancher où comment casser un peu. Tu vois, là, j'ai un peu des panneaux de son. Pour en casser un peu la réverbération, j'aurais dû fermer les rideaux, mais enfin, c'est pas très grave. Je pense que du coup, il y a des micros performants, donc ça le fait. Comment insonoriser correctement ta pièce, il t'explique le principe de réverbération. Enfin, tu vois, ça va dans le détail technique très puissant. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, donc que tu sais pas peut-être forcément non plus. Bah non, tu t'imagines des trucs, mais donc c'est fou. Et ça, c'est bien. Il y a beaucoup de ressources, mais le sujet, c'est qu'on n'a rien sans boulot. Ah bah ça c'est clair. Et sans répétition. Ah bah ça c'est sûr. La chance, c'est une chose. Le hasard, c'est une chose. Et puis il faut pas avoir peur de se casser la gueule. Bah non. Et de faire des essais. Bah ouais. Tu t'es beaucoup cassé la gueule ? Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah ouais, je me souviens d'avoir passé des journées de frustration. C'est frustrant. Terrible, parce que je n'y arrivais pas et je comprenais pas. Et puis j'ai refait. Et puis jusqu'au jour où en fait un truc s'est passé et j'ai compris. Toi, t'aimes bien comprendre comment ça fonctionne. J'adore. J'ai l'impression. Ah ouais, j'adore. Ouais. C'est ton truc. C'est la partie passionnante, je trouve, de tout ça. Ouais. Parce que en fait, je suis plutôt d'accord avec toi. En fait, j'aime pas l'idée de. Alors, bien que ce soit pratique pour le boulot, on va dire, mais et ce que je fais complètement dans le boulot, mais j'aime pas être forcément tout le temps dans l'idée que j'ai ce acquis. Que ce acquis, tu vois, il est. Je suis d'accord avec toi. Ben, il bouge plus. Ouais. Donc, en fait, tu te fais chier. Et c'est pour ça que moi, à côté du taf, j'essaie de faire des choses différentes pour apprendre des choses différentes. Ouais, bien sûr. Parce que mon boulot, moi, j'ai pas besoin d'apprendre plus de choses. En fait, si tu veux, c'est lié au fait que le style de peinture que je dois aborder, le niveau que j'utilise dans peinture est nécessaire, suffisant par rapport à ce que je fais en boulot. Donc j'ai pas le niveau de plein de peintres que tu vois qui font, comme je te disais, des peintures super artistiques. Je suis incapable de te faire ça. Parce que en fait, j'en ai pas l'intérêt pour mon boulot. Donc je ne l'ai pas fait. Et à côté de ça, j'ai pas forcément envie de repasser des heures sur la peinture de figurines, sachant que je fais déjà ça toute la journée. Donc, tu es sur une approche, tu me dis si je dis une bêtise, mais me semble que tu es sur une approche technico-efficace, quoi. Un peu. Ah bah complètement. En fait, c'est... Bah tiens, pour moi le meilleur exemple, c'est la cuisine. Ouais. Tu vois, à force, t'apprends à faire ta quiche. Ouais. Bah, au bout d'un moment, t'as ta recette. Ouais. Et puis après, elle est bien. Ouais. Bah, en peinture, c'est pareil. Parce qu'en fait, après, c'est bon, tu t'arrêtes là. Eh ouais. C'est-à-dire que une fois que t'as tes couleurs, même si parfois je dois chercher les couleurs, tu vois, par rapport à un projet X que je dois faire, je dois trouver les bonnes couleurs pour que ça corresponde à ce qu'on me demande. Mais une fois que j'ai trouvé ça, c'est comme si tu avais créé ta recette. Et une fois que tu as ta recette, boum, après tu l'appliques. Et puis ça va pas plus loin. Parce que tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Ah oui. Tu vois ? Ouais, je comprends. Parce que visuellement, ça se suffit à lui-même. Ah ouais. D'accord. Ce qui compte, c'est que efficacité. Voilà. Réponse au client. Voilà. Ce qui compte, c'est que tu as un objet qui soit lisible. Ouais. Et que tu as un objet qui corresponde à ce que le client te demande. Je comprends complètement. Et alors du coup, j'avais une question aussi. En termes de clients, tu n'as que des entreprises ou alors est-ce que ça existe ça ? Peut-être que oui. Des particuliers qui achètent un set, je sais pas, admettons comme moi, Seigneur des Anneaux, avec, je sais pas, 15 figurines, ou alors toute la communauté de l'anneau, j'en sais rien, je te dis une connerie, et qui disent, voilà, moi j'ai pas envie de peindre. Non, mais complètement. Ou alors je les ai prêts, j'ai mis la couche d'après. Je le fais de temps en temps. Ouais, tu as aussi des demandes comme ça. Disons que, en fait, j'ai eu la chance de... Pour les flemmards. Oui, ou pour les gens qui veulent se faire plaisir aussi. Oui. En fait, j'ai eu la chance, moi, de commencer très tôt. Donc quand j'ai fait ce boulot, j'avais 18 ans. Quand j'ai commencé à bosser professionnellement. Voilà. Quand j'ai commencé à bosser dans une boîte. Donc cette boîte que je te disais qui s'appelle Racam. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que cette boîte, elle a toujours été reconnue pour justement ses qualités artistiques et visuelles. Parce que là, pour le coup, c'est vrai que il y avait une démarche artistique dans la peinture. Vraiment. T'avais vraiment toujours cette histoire de recherche. Et c'est vrai que quand tu regardes les produits, alors tu as pas mal de figurines qui ont vieilli aujourd'hui, mais quand tu regardes les produits de manière générale, surtout les publications, c'était magnifique. Ça, il n'y a pas à tortiller les fesses, c'était superbe. Et donc aujourd'hui, grâce à ça, le fait d'avoir bossé très tôt dans cette boîte-là, ça fait que j'ai de la chance que les gens me contactent pour bosser pour tel ou projet. Puis j'ai connu plein de monde du coup.
Tu vois, là, les gens pour qui je travaille, c'est des anciens collègues de cette boîte-là. Donc en fait, ça s'entretient tout seul. Ouais, bien sûr. Parce que j'ai eu cette chance-là. Et donc, majoritairement, oui, je travaille pour des entreprises. Ce que je favorise aussi, parce qu'en fait, la relation, elle est beaucoup plus simple. T'as un projet, t'as un brief, hop, il n'y a pas de question qui se pose, tu vois. Voilà, c'est temps pour chaque truc, bam, ok, pas de problème, hop, on n'en parle plus, et c'est réglé. Après, tu te démerdes pour toi, faire les choses à temps, s'il y a du temps, etc. La relation... Attends, Okami, allô, bouge de là, chou. C'est incroyable. Je t'entendais plus. Carrément, je t'entendais plus. Je pouvais plus me concentrer. Excuse-moi, continue. Je t'en prie. Et donc, parce que ça se fait beaucoup aussi, si tu veux. On n'est pas beaucoup dans le milieu, si tu veux, à peindre pour des entreprises. D'accord. Surtout que là, depuis quelques années, il y a eu une grosse chute. Ça s'est bien cassé la gueule. Est-ce que tu dirais que tu es une référence ? J'en sais rien. Après, je sais que Rackham, c'est une référence. Je m'en suis rendu compte après. Oui, d'accord. Tu vois, parce qu'en plus j'étais super jeune, j'ai passé mes week-ends à faire la teuf en fait, puis je bossais les yeux. C'est bien ça. Voilà. Il faut mais je me suis rendu compte après, bien des années après, que beaucoup de gens en fait, si tu veux, s'en sont servis en tant que référence. D'accord. Donc, parce que ça a marqué beaucoup de monde. Ouais, ok. Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas de jeux, de figurines qui avaient cette qualité-là. Ça n'existait pas. Je comprends. Et puis comme tu dis, vous êtes peu à le faire, donc forcément, il doit y avoir des... Voilà, et donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde qui bosse pour des boîtes. Donc comme je te disais, le milieu, il s'est un peu cassé la gueule à cause des horreurs qu'il y a eu avec le Covid, où tous les coûts ont explosé. Donc les entreprises, il y en a pas mal qui ont foutu la clé sous la porte. Ouais, c'est terrible. Ce qui a fait mal. Ouais. Mais donc, tu a aussi des peintres qui peignent que pour des particuliers, si tu veux. Okay. C'est-à-dire que tu as, par exemple, les joueurs d'armée vont faire peindre leurs armées par des peintres pour avoir, si tu veux, une armée peinte, optimisée par rapport au truc du moment pour les tournois. On va jouer. Et puis, et rebelote. Donc, mais ça, c'est très, très dur à faire parce qu'en fait, il faut être d'une efficacité bien sûr incroyable. Pour délivrer, si tu veux, un produit qui soit chouette, et en général, les tarifs sont pas très hauts non plus. J'allais te demander, est-ce que, par exemple, quand tu fais pour du particulier, est-ce que, non pas, on n'est pas obligé d'entrer dans le détail, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Parfait, moi non plus. Et est-ce que tu fais payer autant à la figurine comment on calcule ça ? Alors, en fait, c'est si tu veux, le matos, j'imagine. En fait, c'est plus une histoire de niveau, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'appelle la peinture tabletop. Ok. Donc, en fait, ça veut simplement dire que tu as un modèle qui est bien pour la table, pour le jeu. Ok. Mais c'est pas une peinture trop chiadée, trop compliquée. D'accord, mais c'est suffisant pour prendre du plaisir et avoir quelque chose de représentatif. Voilà, c'est ça. Et après, tu as différents niveaux de tabletop. Donc, tu vas plus ou moins pousser, si tu veux, la technicité. C'est quoi, niveau 1, niveau 2 ? Il y a des noms pour ça ? Ça dépend. En fait, chacun fait son... Ok. Chaque peintre... Bon, toi, par exemple. Moi, c'est pas très compliqué. C'est que, en fait, du fait que je passe mon temps à me faire chier à ce que ça rentre bien, en gros, je suis un peu maudit du fait que, si tu veux... tu sais, quand tu te fais chier tout le temps, tu as une exigence personnelle. Donc, en fait, le problème, c'est que moi, en fait, j'ai pas envie, si tu veux, de faire des choses où je vais pas passer beaucoup de temps parce que je sais que je serai pas du tout efficace. Donc, je trouve un compromis. D'accord. Donc, je fais en général une qualité moyenne pour du tabletop. Et après, en fonction des modèles, ça va être des prix qui vont varier entre 30, 50 euros ou 75 euros pièce. La figurine ? La figurine. Ok. Voilà. Donc, quand tu dis qualité moyenne, c'est en qualité de détail, par exemple ? Ou quoi, qualité de la couleur ? Non, en fait, c'est simplement, encore une fois, une histoire de technique. Parce que la peinture de figurine prend du temps pour avoir un certain rendu. Ouais. Donc, en fait, plus tu diminues ta technique, moins tu vas passer de temps. Ouais. Et après, si tu veux, tu as des ruses qui te permettent tu vois, d'obtenir des résultats convaincants en passant moins de temps. Donc, en gros, c'est ça l'idée. C'est de trouver en fait, le bon compromis pour que sur le modèle, tu passes moins de temps et que derrière, ça rentre bien. T'imagines une armée à 100 personnages
Ah ouais, mais ça, si tu prends le minimum dont tu parlais, là, 30 € par figurine, faut avoir un budget. Hein. Oui, bien sûr que c'est un budget. C'est un budget, cette passion est un budget. Oui, complètement. C'est, non pas que je m'imaginais pas, mais c'est juste qu'il faut se rendre compte. Et puis j'ai déjà eu aussi t'as aussi des demandes de personnes qui veulent que tu leur payes un modèle comme un modèle pro, en fait. Tu reproduis, en fait, ce que tu as déjà fait pour telle ou telle marque. Ouais. Parce qu'en fait, lui, il veut ça chez lui pour l'exposer dans sa vitrine. En exposition. Voilà. Ouais, donc c'est les gens qui jouent, c'est les gens qui exposent. Tu fais ça, j'imagine, pour les photos, pour les boîtes. T'as des collectionneurs, etc. Les entreprises qui te demandent ça, c'est pour faire quoi à la base? C'est ce qu'on appelle un produit vitrine. D'accord. C'est-à-dire que c'est le produit qui sera présent sur les publications, qui sera présent sur le site internet. D'accord. Comme tu dis, pour acheter, parce que c'est ce qu'il met en valeur. Et puis, quand l'entreprise se déplace dans tel ou tel salon, souvent les modèles vont être exposés en vitrine. D'accord, compris. Tu vois, c'est pour l'exposition surtout. Voilà, c'est ça. En parlant d'exposition, tu as déjà été invité en tant qu'artisan en tant qu'artisan, sur les conventions, les salons, les trucs comme ça? Non, en fait, non. Pas du tout. Ok. Bah, super. Ouais. Voilà. Il m'aurait dit oui, je t'aurais dit quel salon, mais voilà. Ok, non, moi je me posais la question. Non, parce que c'est encore, c'est vraiment une niche quand même, tu sais. Oui, non, mais bien sûr, ça fait des années que, mais c'est. Donc les choses ont évolué, oui, encore une fois, mais on reste encore dans un truc qui est très, 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 très. Ça reste niche, mais tu en vis. Voilà. Tu en vis correctement? Il y a des fois ça va, des fois c'est plus dur. Simplement parce que tu as toujours ce contexte de temps. Oui. J'ai toujours ce démon en moi qui veut faire en sorte que je livre un bon travail pour mon client. Ouais, donc parfois je vais perdre du temps. Ouais. Donc parfois forcément tu perds un peu de temps, tu perds un peu d'argent. Oui. Mais quand mon client est content, au final c'est le principal puisqu'il revient. Oui, et puis j'imagine qu'on te recommande et machin, ça va avec. C'est ça. Donc après, on va dire que vu que je peins sur des jeux où tu as souvent plusieurs dizaines de figurines, en fait, je m'y retrouve à la fin. Oui, forcément. Dans la globalité. Ouais. Après, des fois, je vais faire des mois à 1200 €. Ouais. C'est pas beaucoup. Ouais, non. Et puis des fois, je vais faire des mois à 2000 €. Surtout qu'on a une famille, enfin, qu'on est plusieurs dans la famille. Voilà, et puis des fois, tu as des cours de peinture aussi, parce que ça se fait. Tu donnes des cours? Voilà, alors là, ça fait longtemps que j'en avais pas fait vraiment. J'en ai fait un cet été, parce qu'on m'avait demandé via une personne qui est donc très, très connue, si tu veux, dans le milieu, parce qu'il a su vachement médiatiser, on va dire, la chose. Et donc, il a construit sa baraque. Il est dans un village dans la région lyonnaise. Et en fait, il fait il a un espace énorme où il est à côté donc dans son village de la salle des fêtes. Ce qui fait que là, tu vois, cet été, on était donc il y avait 3 personnes qui étaient là pour chacun organiser un stage. Tu avais un sculpteur, tu avais donc Jérémy, le gars qui peint aussi, et moi, donc j'étais la personne en fait, il m'avait contacté moi pour faire le truc. Donc j'avais 15 personnes, et donc à chaque fois, tu avais environ une dizaine de personnes, sinon par table. Ils viennent avec leur matos, leur peinture, leur machin. Vient avec son matos. Leurs figurines. Évidemment, lui, vu qu'il organise, il dit bien à tout le monde de penser à tel ou tel truc. Oui, c'est lui qui gère ça. Voilà, parce que mine de rien, il gère la bouffe, il gère la couche. Ah oui, c'est des stages sur plusieurs jours. Là, c'était une semaine en fait. Ok. Voilà, donc c'était un gros truc. Et c'est un séjour carrément. Voilà, c'est ça. Mais sinon, en général, un stage de peinture, tu vas plutôt le faire sur un week-end. Oui. Donc il faut trouver un lieu aussi. Oui, forcément. Mais les gens viennent avec leur matos. Voilà. Tu fournis pas le matos. En fait, non, je fournis juste la figurine, par exemple. Tu fournis la figurine. Ouais. Parce que en fait, ça peut être un thème que je vais choisir. Tu vois, par exemple, un spécial peinture de peau, un spécial peinture d'armure, etc. Où tu te focalises vraiment 2 jours sur, évidemment, des généralités, mais aussi des détails sur comment faire en fait tel ou tel truc. Parce que en fait, à chaque fois, en fait, une figurine, faut, comme je disais, elle doit être lisible. Donc pour améliorer cette lisibilité, il faut faire attention au niveau de contraste que tu donnes sur chaque élément, c'est-à-dire sur chaque matière. Puisque tu vois, un vêtement, on va pas forcément refléter la lumière de la même manière que la peau, etc., etc. Tu vois, ce qui fait que tu as différents niveaux de ton, et ces différents niveaux de ton vont permettre à l'un de faire ressortir l'autre, etc., en plus du jeu de couleurs que tu vas faire derrière. Il y a un aspect technique
fou. Ah oui, C'est fou, ça. Ah ouais, ça peut aller très très loin. Je suis très impressionné. Ok. Attends, on pourrait en parler des heures. Ça me passionne, moi, ce que tu me racontes. Ça, vraiment, je suis comme un gamin. Tu sais, il faut quand même se rendre compte qu'on a 2 gars dans cette pièce. Il y en a un qui gagne sa vie en faisant du sabre laser et l'autre qui gagne sa vie en peignant des figurines de jeux. C'est quand même génial. C'est ça. Je trouve ça trop fort. C'est ça. Faites vraiment, allez-y à fond parce que franchement... Ben, moi, je le souhaite à tout le monde. Quand on a la chance de pouvoir... Si vous avez un talent, une passion, un truc machin, allez-y à fond parce que franchement, on se fait trop chier. Mais après, tu vois, encore une fois, c'est rigolo parce que je pense qu'en fonction de chacun, ça dépend des rencontres, ça dépend des circonstances, ça dépend je sais pas, moi je trouve qu'il n'y a pas de hasard, mais c'est chacun son... En tout cas, il n'y a pas de hasard sur le ronflement. Ça, c'est sûr. Hein, Okami ? C'est sa passion. Martin, vraiment, je pourrais parler des heures avec toi parce que c'est passionnant ce que tu me racontes. Je trouve ça très très cool. On peut creuser le sujet, je pense. Y a plein de pendant choses 3h30, à mon avis. Il y aurait matière à faire une spéciale. Il y a plein de choses à dire. C'est fou. En plus, tu m'as dit plein de trucs. Tu m'as fait le podcast comme il fallait. Tes influences quand tu étais jeune. J'ai même pas eu besoin de te poser la question. C'est arrivé tout seul. Là, on a parlé à mort de figurines, les techniques et tout. C'est vraiment cool. Je passe un très bon moment, mais on arrive au bout. Ok. Et ça fait 1h15. Vite, hein. Ça fait 1h15 qu'on se parle, Martin. Passer, mais moi non plus. Ça fait 1h15. Non pas que je ne souhaite pas continuer, mais en fait, j'ai d'autres rendez-vous qui arrivent après, d'autres enregistrements, et donc il faut que je fasse un peu la part des choses. Donc, mais tu vois, j'ai plein de formats, plein d'épisodes, plein de trucs qu'on pourra se refaire, mais c'est vraiment très très cool, et au moins ça fait, de mon point de vue, une première approche. Enfin, une première approche. T'as sûrement dû rencontrer. T'as déjà fait cet exercice de podcast, de machin ? Attends, je crois que j'en ai fait un. Il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Oui, en fait, mais c'était avec un Australien, justement, qui est passionné de figurines. Donc en anglais. Voilà. Ouais. Et qui est, tu vois, c'est un gros fan de Rackham chez qui j'ai travaillé. Okay. Donc il était très content de pouvoir, en fait... Vous avez fait ça en face à face ou à distance à en distance, vidéo ? Du coup, parce qu'en fait, lui, il vit au Japon. Ok, un Australien qui vit au Japon. Donc fallait trouver le bon en vidéo, alors. Le bon créneau, ouais, c'est genre ça. Zoom ou je sais c'est pas ça, quoi, exactement. Ouais. Ah, excellent, trop bien. Et c'était le premier que j'ai fait, donc c'était il y a pas aussi longtemps que ça. Tu vois, il y a pas de hasard, Martin. Voilà. Y a pas de hasard. J'espère, en tout cas pour moi, qui a un peu joué quand j'étais jeune, mais de très loin. Franchement, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après d'autres trucs, ma mère a voulu me mettre au sport, au truc aussi, au machin. Donc j'ai fait beaucoup de sport, et le sport étant une passion aussi prend énormément de temps en tant que hobby, donc c'est difficile de faire d'autres trucs. Et puis après la bière, et puis après les filles, et puis après d'autres trucs, et puis après machin, puis du sabre laser. Hein ? C'est vital la bière. C'est vital, la bière, c'est bien. En tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle première approche. Et je suis très content de te rencontrer à cette occasion. C'est très très cool. J'espère que pour vous aussi qui écoutez ce podcast, c'était super. Merci Romain de m'avoir suggéré. Merci Romain. C'est vraiment cool. T'inquiète pas, je t'enverrai un message aussi pour savoir si t'as des gens à me suggérer. Écoute, j'y ai déjà réfléchi en plus. C'est vrai ? Ouais. Et tu en as ? Ah, j'ai une personne formidable pour ça. Super, trop bien. Et c'est vraiment génial. Tu me diras. Il parle après. Bien plus que moi. Oh, tu parles pas mal déjà. En tout cas, c'était très cool. J'ai quand même quelques questions de fin à te poser, bien sûr. Oui. Même si je passe un très bon moment, on va devoir s'arrêter. Ma question de fin est... Une de mes questions de fin, c'est... tout à l'heure, on a parlé du super pouvoir que tu as dans la vraie vie. Quel, à part arrêter de faire ronfler le chien, quel est le pouvoir magique ou le super pouvoir que tu aimerais avoir ? Là, le champ des possibles était limité. Mais c'est un seul. Il y a un truc... C'est depuis gamin, ça toujours. T'as pas le droit de réutiliser le pouvoir de ta baguette. Non, c'est autre chose, justement. Depuis que je suis gamin, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace. Ok. Tu vois ? Ouais. Et j'aimerais avoir un moyen de déplacement instantané pour aller n'importe où et évidemment survivre à ces conditions extrêmes. Ouais, bien sûr. Oui, il faut que ça aille avec parce que sinon. Si t'y vas, je suis content. Je suis mort. Je peux pas revenir. T'as vu le film Jumper ? Non, j'ai pas vu, non. Avec... comment il s'appelle ? Je connais que lui. Non, mais alors moi... Hayden Christensen. Non, je l'ai pas vu, ce film. Mais tu vois, pour ce qui représentait très très bien, en fait, cette idée-là, c'était Monsieur Manhattan de Watchmen.
Ah bah bien sûr. Parce que là, c'est parfait. Oh, il a un paquet de pouvoirs un peu différents. Mais c'est pas que ça. Hein. Putain, génial. Ouais. Ah bah ouais. Bon. T'es tout seul, tu te fais chier, mais... Ah bah c'est ça, t'es tout seul, t'es dépourvu de... en fait, t'es détaché de ton humanité. Ouais, complètement. Est-ce que vraiment on veut ça ? Mais la capacité de voir, en fait, découvrir toutes ces choses... c'est une folie. Complètement inimaginables, qu'on peut pas appréhender, nous. Non mais le gars est surhumain de toute façon. Voilà. Dans Jumper, le gars a une compétence, il voit un lieu, et je sais plus comment dire, parce que ça fait un moment que je l'ai vu. Il fait un bond, quoi, tac, tac. Ouais, en claquement de doigts ou en sautant, je crois que c'est ça. C'est pour ça que ça s'appelle Jumper. Il y va, il arrive, il a genre des bottes de 7 lieues, tu vois. Ouais. Bah, c'est un peu comme le... Comment il s'appelle ce personnage de Marvel, là, tu sais, qui est tout bleu, là. Ah, Diablo, qui fait ça aussi. Bah, c'est un peu ça. Il faut qu'il ait vu le truc, qu'il visualise pour pouvoir y aller. C'est un peu ça, mais en claquant des doigts. Ouais, c'est un peu le même type de pouvoir. Je trouve ça vachement bien. Ouais, c'est clair. Je trouve ça vachement bien. Est-ce que tu as... avant de se quitter, des recommandations, parce que tu nous as déjà parlé des œuvres et tout, ça c'est une question que j'avais, des recommandations ou une recommandation d'une œuvre de quelqu'un qui fait des tutos sur YouTube ou les machins à recommander aux gens d'aller voir, un truc que tu suis en ce moment. Alors, je t'avoue que les tutos, etc., je suis jamais rien. Non, c'est des exemples. C'est des exemples pour une histoire de temps. Ouais, je sais pas, une BD, un roman. Alors, je vais être parce que c'est un peu le truc où je fais un peu chier tout le monde avec ça, mais pour moi, c'est formidable que ce soit arrivé en plus chez nous. Ouais. Lisez Five Star Story. Ok. Voilà. C'est un manga qui est sorti en 1986. Ok, donc ça date. Qui est toujours en cours. Ouais. Qui est complètement fou. Ouais. C'est une densité telle au niveau de la complexité où ça se rapprocherait d'un Dune ou d'un Seigneur des Anneaux. Enfin, tu vois, une œuvre comme ça qui est complète où tu as tout un univers, une pléthore de personnages et plein de détails. Enfin, l'auteur, c'est un malade. Ouais. Mais c'est génial. Et lisez Five Star Stories. Voilà. Five Star Stories. Voilà. Trop cool. Et c'est chez Noévé Graphics. Noévé Graphics. Graphics, pardon. Voilà. Et trop cool. Merci beaucoup, Martin. Je vais te laisser le mot de la fin. Eh bien, bonne journée à vous et surtout vivez vos hobbies. C'est bien ça. Et pas vos hobbits. Non, ouais. Bon, ils prennent pas de place, eux. Mais il faut de la bouffe. Il faut un peu de bouffe. Merci, Martin. Merci à toi. Salut. C'était super. Ouais. Et voilà. Alors, c'était comment cet épisode avec Martin Grandbarbe ? Est-ce que ça vous a plu ? Moi, en tout cas, je vous redis, c'était un épisode vraiment très très cool. Merci Martin d'être venu. J'espère que l'épisode t'aura plu également. Si tu as eu le temps de l'écouter, je sais que tu es très occupé. Voilà. Martin m'a recommandé à son tour beaucoup de gens. D'autres personnes très très intéressantes. J'en ai déjà enregistré un. Je vous dis pas encore qui, puisque c'est pour la prochaine saison qui va arriver très vite. En fait, qui va arriver très très vite. J'ai quelques nouveaux formats aussi qui vont arriver sur Meuf Culture Expérience et Sex Culture Expérience notamment, du sport aussi à venir, Sport Culture Expérience, voilà, pour agrémenter votre été qui arrive bientôt. Il reste quand même encore 2 épisodes de pop culture et ça c'est bien, c'est une bonne chose, voilà. Je vous redis que le 7 et 8 juin prochain au Stade Charletti, il y a l'Open de France de sabre laser. Venez nombreux. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode avec une personne fantastique. Vous verrez. Ciao.